Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de On Jase là, l'émission où on discute d'un sujet et d'un produit culturel. Cette semaine, je suis entouré de Clarence. Allô! Rosemary. Bonjour! Et Samuel. Allô! On a une émission toute féminine aujourd'hui, pas nécessairement par les voix, parce que comme d'habitude, on est plus d'hommes que de C'est femmes. vrai que j'ai une voix d'homme. Hein? C'était pas ça que je voulais dire. C'est une blague! Et ça va être long cette semaine. Oh wow! 10 points pour Rosemary. Clarence. Mais plutôt parce que Clarence va nous parler de l'obtention du droit de vote des femmes au Québec, plus principalement. Oui, exactement. Je vais vous faire un petit résumé de la saga, en fait, de toute l'histoire de l'obtention du droit de vote par les femmes au palier principalement provincial au Québec, mais je vais aussi parler un peu de l'obtention du droit de vote des femmes au palier fédéral. Super, ça va être assez intéressant. Et Sam, de ton côté, tu vas nous parler de Jessica Jones, une série quand même assez féministe. Oui, en fait, c'est la seule série qu'on retrouve sur Netflix qui se trouve dans l'univers cinématographique de Marvel qui met en avant-scène une femme. Puis une femme qui est assez tourmentée, qui vit beaucoup de défis, qui, bien qu'elle ait des super pouvoirs, qu'elle ait une vie un peu particulière, elle vit des problèmes qui sont très proches du monde réel, puis j'avais le goût de vous en parler. Super, puis on veut juste tout vous aviser qu'il devrait y avoir des divulgateurs, des spoilers pour la saison 1. Donc à la fin de l'émission, si vous ne l'avez pas vu, faites pause, écoutez au moins la saison 1, puis après ça, revenez nous voir. S'il vous plaît. Ouais. Mais avant ça, Rose, qu'est-ce qu'on boit cette semaine? Et oui, cette semaine, on boit une bière qui se nomme Sergent Ripin de la brasserie Brouhaha, qui se situe à Montréal. C'est une bière, une saison brette à 6,5% d'alcool. Donc, c'est une bière qui est brassée avec des levures Brettanomyces. Elle brette pas, en tout cas? Non, elle brette pas! Donc, ces levures-là donnent à la bière des notes assez poivrées et épicées. En plus, on sent vraiment... C'est une bière qui est assez houblonnée. On sent le houblon qui est bien présent, qui lui donne une amertume assez prononcée. Donc, encore une fois, c'est une bière qui ressemble un petit peu à une IPA, selon moi. Une bière donc sèche, acidulée, qui a un goût de citron assez présent. Mais, comme j'ai précisé, c'est une bière à 6,5%. Pourtant, c'est une bière qui est très rafraîchissante, je trouve, pour une bière forte. Outre son côté, son amertume prononcée, le goût de citron lui donne vraiment ce côté frais-là. Donc, c'est une bière de caractère qui, selon moi, porte très bien son nom, qu'on rappelle Sergent Ripin, de la brasserie Brouhaha. Je sais pas pour vous, j'ai de la misère à goûter le citron tellement le poivre, il prend de la place au début, là. Oui. Ouais, c'est Vraiment. le côté acidulé, là, Ouais. on le sent, oui, plus discret, mais oui, le poivre, les épices, très, très, très présentes Ouais. à cause de la levure, ouais. Tu disais que c'était pas considéré comme une IPA? Ce n'est pas une IPA, c'est une saison avec les levures Brettanomyces, ouais. La saison est bien cachée parce que... Mais les saisons Saison sont... mouvementée. Oui, effectivement. Mais les saisons, ça arrive souvent que c'est des bières de caractère quand même, là. Donc, elles rentrent dans le cadre d'une saison quand même sans être une IPA. Mais oui, on reconnaît quand même les similitudes avec l'IPA, disons. Elle est quand même forte aussi pour une bière saison. D'habitude, Oui. les saisons sont un petit peu plus... Plus douce en alcool, Ouais. mais oui, effectivement, pour une saison, 6,5%, c'est un petit peu élevé. Mais oui, une bière donc qui décadre quand même, très originale pour une saison. Donc voilà, moi c'est un peu moins mon genre, je suis pas très bière amère, je pense particulièrement à Samuel, je suis sûre qu'il l'apprécie beaucoup. Oui, elle est excellente. Donc voilà. Super. Maintenant, on va passer à Clarence et son sujet. Oui, donc l'histoire de l'obtention du droit de vote par les femmes au Québec. Une histoire quand même assez tumultueuse et qui, contrairement à ce qu'on serait tenté de penser en fait, en tout cas l'histoire en fait que je me propose de vous raconter aujourd'hui ne commence pas à la fin du 19e siècle. Elle commence à la fin du 18e siècle. Parce que, en fait, on parle de l'histoire de l'obtention du droit de vote par les femmes. En fait, je pense qu'on devrait plutôt dire l'histoire de la possibilité rendue aux femmes de voter dans un quelconque cadre gouvernemental au Québec. Parce que, contrairement à ce qui est dit généralement dans l'histoire, les femmes, à une certaine époque, pouvaient voter, et ce, même avant le début du 20e siècle. Alors pour ça, il faut retourner, non pas à l'époque des grands mouvements suffragistes de la fin du 19e, début 20e siècle, mais il faut retourner à l'acte constitutionnel de 1791.
petit rappel historique. Cours d'histoire est loin un peu. Ben c'est Ouais. ça, que pendant que je faisais mes recherches, j'ai l'impression, hey, j'ai lu ça en secondaire 2, hey, j'ai lu ça en secondaire 4, ok bon. Et donc c'est ça, petite mise en contexte, donc conquête par l'Empire britannique de la Nouvelle-France en 1763, un premier acte qui font les premières trentaine d'années un peu houleuses. Et en fait, à la fin de la guerre de sécession américaine, il y a des loyalistes qui s'installent un peu partout au Canada, dont au Québec, et principalement dans les alentours de Montréal et de Sorel, et un petit peu plus tard dans les cantons de l'Est. Il est à savoir que ces loyalistes-là, qui sont restés fidèles à la couronne d'Angleterre, viennent d'un milieu où il y avait effectivement des élections, des assemblées élues avec des députés qui représentaient les comtés. Et donc, lorsque les loyalistes arrivent au Canada, ils expriment la volonté de revoir ce système-là ici, parce que avant l'acte constitutionnel de 1791, on ne pouvait pas voter ni homme ni femme à quelconque palier whatsoever au gouvernement. Donc, acte constitutionnel en 1791 qui instaure le régime de l'Assemblée élue. Et ce que dit l'acte, en fait, c'est que sont permis de voter toutes les personnes qui sont attitrées à être électeurs. Donc, ça peut être des propriétaires, des locataires ruraux âgés d'au moins 21 ans et qui sont forcément sujets britanniques. Donc, on compte des propriétaires, on compte des marchands, on compte également une bonne partie d'artisans urbains. Et la loi accorde donc, comme je disais, le droit de vote aux personnes qui satisfont ces exigences-là. Ce qui inclut les femmes. Certaines femmes propriétaires qui sont constituées pour la plupart de veuves, mais aussi des célibataires majeurs, des femmes mariées sous le régime de séparation de biens ou des femmes qui vivent séparées de leur mari. Il est à savoir que, jusqu'à une période relativement récente, le divorce n'existe pas. Il n'a jamais existé en Nouvelle-France et il n'existe pas au début de la mainmise britannique sur l'ancienne Nouvelle-France. Donc, on a ce qu'on appelle des régimes de séparation de biens où les femmes vivent séparées de leur mari à la suite, par exemple, d'une adultère, d'une infidélité. Donc, c'est-à-dire que les biens sont séparés et les conjoints ne vivent pas au même endroit. Donc, l'acte constitutionnel confère le droit de vote à ces femmes-là, propriétaires, et on estime, je dis, elles ont le droit de vote. Il en demeure pas moins que la participation à ce vote-là est somme toute assez minime. On estime, selon les registres des électeurs, que entre l'instauration de l'acte constitutionnel et les années 1830, il y a quelques 900 femmes qui vont se prévaloir du droit de vote. Ça fait c'est une quarantaine d'années, 900 femmes, on peut pas vraiment parler de démocratie avec une forte présence féminine. Pas très représentatif. Là. Non, définitivement pas. Et d'autant plus qu'elles peuvent voter, mais elles ne peuvent pas se porter candidate. Ça, c'est un privilège qui est réservé exclusivement aux hommes. Parce que tout le monde sait que ça prend un pénis pour pouvoir siéger comme député. Voyons donc. Oui, les femmes n'ont pas cette compétence-là parce non. qu'elles ont un vagin. Pas de pénis, pas de compétence. Ah ben non. Et donc c'est quand même un phénomène, c'est inscrit dans le livre d'histoire, c'est inscrit dans l'acte. Je pense pas qu'on puisse vraiment en parler comme d'un phénomène qui soit vraiment populaire. C'est-à-dire, c'est pas ce phénomène-là de droit de vote conféré aux femmes qui vraiment fait date. Surtout que dans l'histoire des femmes au Québec et au Canada, c'est surtout les questions d'injustice socio-économique des femmes, question de ce qui nous apparaît aujourd'hui comme étant des préjugés, des préjugés sexistes, voire même raciaux qui prédominent malheureusement dans cette histoire-là. Toujours est-il que, politiquement parlant, les femmes ont un certain pouvoir sur l'élection des personnes qui vont les représenter dans leur comté. On pourrait se demander, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on leur retire leur droit de vote? Parce que c'est carrément ça qui s'est passé. Pour ça, il faut quand même donc se rappeler que le régime britannique donnait, sous l'égide donc de la Common Law, restreint donc un peu plus les droits des femmes que ça n'était le cas en Nouvelle-France. Juste un petit exemple comme ça, il y avait les femmes à la mort de leur mari en Nouvelle-France avaient droit à un douaire qui est dans le fond, pour résumer grossièrement, une espèce de séparation, de conservation d'une moitié des biens du mari à sa mort. Et donc qui lui donnait une certaine responsabilité notariale. L'autre moitié allait au gouvernement? Allait à la communauté. Okay, elle a la communauté aux héritiers mâles, naturellement. Évidemment. Okay. Et donc c'est ça.
lorsque va arriver le Code civil de 1866, le douaire qui était à peu près la seule preuve d'une existence juridique, d'une responsabilité et d'une existence juridique des femmes va être totalement balayé. Et ça, c'est comme ça dans toute l'histoire des femmes depuis le début de la colonisation française et jusqu'à une période quand même assez récente, parce que les préceptes de l'incapacité juridique des femmes, c'est-à-dire ça va jusqu'au droit de ne pas être en mesure de gérer leurs biens, ça va être aboli. Les réformes vont être adoptées en 1964. Quand même, c'est élevé. Alors, ma chronique est déprimante, je vous le cache pas. Surtout bonne émission à tous. mais ça s'en va de mieux en mieux. Donc, je reviens à la question, qu'est-ce qui s'est passé? Même si le régime britannique restreint sur le plan juridique les femmes, ce n'est pas ça qui, en premier, va être à l'origine de la loi qui va retirer le droit de vote aux femmes. Curieusement, ce sont les patriotes qui vont être à l'origine de tout ça. Oui, je te vois surtout, Marc, là, oui, c'est... Ouais. En tout cas, tous ceux qui ont la fibre patriotique, moi le premier, vous allez en prendre un bon coup. Ça fait mal un peu. On va prendre un bon coup dans le ventre. Donc, l'histoire des patriotes, début des années 1830, même avant, les patriotes se plaignent que leur assemblée n'est pas représentative, n'est pas responsable, et font pression auprès de la couronne britannique pour qu'il y ait un gouvernement qui soit responsable et qui donc représente, par l'intermédiaire de passation de loi et par l'intermédiaire d'une plus grande responsabilité politique, qui représente mieux leur population. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les patriotes sont de fervents défenseurs du républicanisme, qui, même si les patriotes ne s'attirent pas les bonnes œuvres et les bons commentaires de l'Église catholique, ont quand même des préceptes qui sont propres au républicanisme de l'époque et qui sont de nature extrêmement sexiste. Leur républicanisme amène les patriotes à vouloir exclure les femmes de la vie politique. Pourquoi? Parce que l'exercice de la citoyenneté exige, selon eux, un détachement de la sphère privée. Et que, comme de leur point de vue, les femmes qui reproduisent et entretiennent la vie ne peuvent pas satisfaire à ces exigences, parce que leur allégeance première, et c'est j'emprunte les mots de Denise Barrière-Jean, autrice de La brève histoire des femmes au Québec, parce que les femmes, leur allégeance première se trouve nécessairement dans la famille. Pour cette raison, la participation des femmes à la vie politique est jugée contre nature et est même perçue comme un signe, et je cite, d'immoralité sexuelle. Bien pas de pénis, pas de pouvoir. Pas de pénis, pas de pouvoir. Je pense que c'est insultant pour tout le monde, ça. C'est extrêmement insultant. C'est autant pour les femmes pour des raisons évidentes, mais quand même pour les hommes aussi, pour dire comme la famille, t'as beau avoir une importance dans le fait de la reproduction, ça s'arrête, une fois, ça dure 20 minutes, puis on n'en parle plus. Après ça, ton rôle s'arrête là, tu sais. Absolument. Ouais. Absolument. On a fait du chemin. On a fait beaucoup de chemin, non, c'est ça. Rétrospectivement parlant, puis bon, Dieu merci, l'héritage des patriotes ne se limite pas à ça, mais quand même, lorsqu'on regarde plus attentivement l'histoire, c'est quelque chose qui ressort. Donc, on pourrait carrément dire que les patriotes encourageaient un ordre social et politique qui était extrêmement restreint sur le plan socio-sexuel. C'était littéralement une pensée très genrée politiquement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, déjà, une petite mise en contexte, à l'époque, naturellement, les votes ne se faisaient pas dans des urnes. Les choix de vote étaient dits à voix haute. Donc, il y avait des scrutateurs devant un bureau avec des conseillers qui recevaient et attestaient de la citoyenneté des personnes, des électeurs et des quelques électrices, et qui, dans le fond, recevaient leur vote, qui consignaient ça dans un registre, et à la fin, avait le plus grand nombre de votes la personne qui était élue. Mais en fait, comme ce sont des votes à visage découvert, donc des votes qui n'ont pas l'apparence, qui ne sont pas dans le cadre démocratique tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans ce cadre-là, les votes des femmes font l'objet d'une très très grande discrimination parce que on les accuse d'être trop influençables. On craint que les femmes soient trop influencées par leurs confrères masculins. Et on les accuse, dans le fond, on accuse les femmes de tromper la véritable issue du vote. Et il y a même... L'ironie. Ouais. OK. Les partis politiques qui essaient de s'attirer la sympathie du vote féminin sont critiqués par les autres partis d'être trop désespérés.
Donc, Ben oui, à 900 femmes qui peuvent voter, c'est sûr que ça fait la différence. absolument. Ben Et, Voyons donc. ben, en fait, 900 femmes sur 40 ans, la plus grande... Excusez, L'élection qui a réuni le plus grand nombre de femmes en une seule élection, c'était 8. c'est à l'élection partielle de 1832 dans Montréal-Ouest, à l'occasion de laquelle il y a 226 femmes qui sont allées enregistrer leur vote. Ah! Fait que t'en as Combien? 900 sur 40 ans, t'en avais le quart qui ont voté à une élection. Partiel. Partielle. Dans un comté. Dans un comté dans Montréal-Ouest. Sur combien de votes à peu près? Est-ce que t'as un J'ai chiffre? malheureusement pas les... Ça devait être une coupe de milliers, après moi. Tout- Ça doit. Mais toujours est-il que c'est en fait cette élection-là qui va sonner le glas, qui va sonner plus ou moins officiellement le glas de l'élection du droit de vote au féminin au 19e siècle, parce que c'est une élection qui se solde par des manifestations pro et contre, pro et anti-patriotes extrêmement intenses qui vont littéralement causer des morts. On répertorie à peu près 3 morts du côté patriote. Et il se trouve qu'il y a un projet de loi qui a été présenté par John Nielsen, qui était un libraire-éditeur représentant du Parti canadien qui a été 15 ans aux côtés de Louis-Joseph Papineau. Il va présenter 2 ans plus tard, donc en 1834, un projet de loi pour interdire le vote des femmes. Projet de loi qui va être soutenu par Louis-Joseph Papineau lui-même, qui sera refusé en 1834, mais qui va revenir à la charge en 1949. Et le vote va donner dans le fond libre cours à la Chambre d'Assemblée pour l'adoption du projet de loi. L'abolition du droit de vote des femmes à cette époque ne fait l'objet d'aucune contestation notoire, autant du côté des hommes que du côté des femmes. C'est vous dire à quel point c'était intégré dans la pensée de l'époque et la pensée féminine de l'époque que c'était pas possible. On s'imagine très mal aujourd'hui une élection où le droit de vote ne serait pas dévolu aux femmes. Aujourd'hui, en tout cas dans notre société contemporaine, c'est impensable. impensable. Et ça ne se fait plus de nos jours. En tout cas, même les conservateurs... Mais même les plus conservateurs de la gang ne feraient pas ça. Là. Jamais. À part 3-4 marrons. Là. Ouais, puis encore, mais même là. Et encore, ça m'étonnerait, en tout cas, ça n'engage que moi comme opinion, mais est-ce qu'ils se trouvent dans les partis politiques? Pas surreprésentés. Pas surreprésentés. Ceux qui sont élus. Absolument pas. Je vois personne, ni au Parti conservateur du Québec, ni au Parti conservateur du Canada, de s'opposer au droit de vote des femmes. Ah, il y a un Parti conservateur du Québec. Mais au-delà des femmes, tu sais, c'est plus pensable aujourd'hui que quelqu'un n'ait pas le droit de voter par pure discrimination autre que Peu l'âge. importe Absolument. le sexe, la religion, On a juste regardé aux États-Unis, il y a plusieurs États américains où une personne qui a commis un crime, même si elle n'est plus en prison, a perdu son droit de vote à vie. Ah ouais. Ah ouais? Dans certains États, ça dépend de la gravité du crime, Mhm. mais dans certains cas, si par exemple tu as fait en haut de 5 ou 10 ans de prison, tu peux perdre ton droit de vote à vie. C'est... Freedom! Non, mais c'est ça. Fait que parce que, je ne vais pas rentrer dans un autre débat de comment on devrait punir le crime, mais c'est quand même extrême comme mesure. Tu sais, que tu ne l'aies pas en prison, à la limite, c'est débattable. Tu sais, le temps que tu sois incarcéré, mais il me semble une fois que tu sors, On si peut le purger but c'est ta que peine. tu réintègres la société, si t'as C'est pas pas le une très droit bonne de façon de vote, faire, là. ben non, exactement. Non, Enfin. non, mais tu as employé un terme qui est extrêmement intéressant, c'est celui de crime. Dans le cas, dans le cas aux États-Unis, il y a eu un méfait qui a été accompli. Il y a, qui a été sanctionné, et qui même, après avoir purgé une peine, il reste que c'est un stigmate qui est là. Mais ça résulte d'un crime. Dans le cas ici, au 19e siècle, et ça continue encore pour l'histoire au début du 20e siècle, il n'y a pas de crime à proprement dit. On suspecte qu'il y ait crime, encore une fois, par exemple d'immoralité sexuelle ou d'influence ou de... Ouais, c'est quoi le terme déjà? La collusion, de collusion politique entre à l'intérieur du foyer ou entre les sexes. On suppose le crime, mais le simple fait de le supposer invalide la crédibilité féminine. Ouais. C'est révoltant. Ah, c'est encore pire. C'est encore pire. Mais c'est dire que le terme de crime, le soupçon même, on n'a même pas la présomption d'innocence. Ça n'existe pas, ça, dans la pensée populaire au 19e siècle en ce qui concerne les femmes. Comme je le disais un petit peu plus tôt, ça s'arrange pas au fur et à mesure qu'avance le 19e siècle. Comme je disais tantôt, le Code civil de 1866 consacre de manière juridique l'incapacité juridique de la femme mariée.
surtout. Parce que la femme célibataire bénéficie d'une plus grande latitude en termes de pouvoir, de pouvoir politique. De droit. De droit juridique, c'est ça, exactement. Mais elle souffre quand même de stigmatisation et de préjugés du part du reste de la société et surtout de l'Église catholique. Donc, il faut quand même se rappeler ça, que l'Église catholique n'a pas toujours été sainte dans ses... J'aimerais mieux que tu me donnes des exemples de fois où elle l'a été, mais bon... enfin, je parlais, en tout cas, un autre balado. Donc, on va faire un saut dans le temps. Le véritable projet de l'obtention du droit de vote des femmes renaît à la fin du 19e siècle à l'échelle internationale. Bon, le mouvement des suffragettes qui a commencé à la fin du 19e siècle, principalement en Angleterre, va inspirer beaucoup le mouvement des suffragistes, des suffragistes canadiennes et québécoises aussi, principalement québécoises, je le sais moins pour le mouvement canadien. Toujours est-il que quelque chose qui va remettre au goût du jour la question du droit de vote féminin, c'est l'industrialisation. L'industrialisation, on le sait, le Québec, principalement Montréal, est un foyer très, très, très fort du développement économique, du développement industriel de l'époque. Cet ordre capitaliste-là va régir de plus en plus la position des hommes et des femmes à l'intérieur du foyer et également dans la sphère publique. Ce qui va engendrer une certaine forme de contestation qu'on n'avait pas vue 50 ans auparavant, en 1849. Il va y avoir plusieurs associations de femmes qui vont naître dans cette période-là. Je vous en mentionne deux principales. La Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, à ne pas confondre avec la Société Saint-Jean-Baptiste qui est née 70 ans plus tôt. La Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste qui est une association fondée en 1907 et qui regroupe des femmes, mais qui va être surtout attachée aux œuvres de philanthropie et bonnes œuvres féminines liées entre autres à l'Église catholique. Aussi la Montreal Local Council of Women, fondée elle en 1893, qui vont tous les deux être vraiment engagés dans la lutte pour l'obtention du droit de vote pour les femmes. Et leur premier cheval de bataille, ça va être l'obtention du droit de vote pour les femmes sur le palier fédéral cette fois-ci. Donc à l'échelle canadienne, ça commence officiellement en 1913. Ces associations-là vont créer plusieurs expositions, manifestations pour soutenir et faire la promotion de l'importance pour la femme d'exister politiquement par l'intermédiaire du vote. C'est entre autres dans cette lutte-là que Marie Gérin-Lajoie, qui est l'une de nos toutes premières figures féministes notoires au Québec, c'est dans cette première bataille-là qu'elle va s'illustrer. Elle est alors présidente de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'elle est parente avec le ministre libéral des années 60, Paul Gérin-Lajoie? Il faudrait que je contre-vérifie cette information-là, mais je pense que oui. Ok. Oui, c'est Marie Gérin-Lajoie, j'en parlais, c'est l'une des trois grandes figures du combat suffragiste au Québec et au Canada. Elle écrit des lettres, elle organise des manifestations, elle appuie certains députés pour l'écriture de projets de loi à envoyer à Ottawa et à Québec pour l'obtention du droit de vote. Lorsque éclate la Première Guerre mondiale en 1914, les conservateurs à Ottawa vont adopter une loi partielle pour permettre aux mères, épouses et filles de soldats de voter. Ça va être considéré comme une mesure électoraliste de la part des autres partis et des associations féminines. Et c'est seulement 4 ans plus tard, en 1918, que le projet de loi en faveur du suffrage féminin au palier fédéral va être adopté. Toutes les femmes dorénavant vont pouvoir voter. Elles vont pouvoir le faire pour la première fois en 1921. Toutes les femmes, sauf les Asiatiques et les Autochtones. Est-ce que vous voulez savoir quand est-ce que les Autochtones vont pouvoir voter pour la première fois au palier fédéral? Ah, c'est passé, rendu là. Tellement découragé. 1960. C'est le gouvernement de Diefenbaker qui va leur octroyer leur droit. Conservateurs. Les conservateurs de Diefenbaker vont... Progressistes conservateurs. Ouais. Ils vont tous se faire accuser d'électoralisme à ce moment-là aussi. Ben oui. Absolument. Donc oui. Donc encore une fois, on dit les femmes... Ça dépend qui, encore une fois. Et c'est encore quelque chose qui fait figure qui fait polémique encore de nos jours. On pense juste à la commission sur la disparition des femmes autochtones. La cause autochtone n'est pas une cause qui est gagnée du tout. Un autre beau sujet? Un autre très beau sujet de déprime aussi. Ça serait... Pour le droit de vote au palier provincial, par contre,
la lutte est définitivement pas gagnée. Parce que le droit de vote pour les femmes va être adopté en 1918 au palier fédéral. La plupart des provinces vont leur emboîter le pas dans les 4 années suivantes, sauf Le Québec. le Québec. Même ça est différent du Canada. Ouais. Pour toujours pour les bonnes raisons, là, mais... En 1922, le Québec est la seule province canadienne à ne pas donner son droit de vote aux femmes. C'est quoi les raisons sous-jacentes à ça? C'est un gouvernement libéral à ce moment-là, je me trompe pas, c'est Tachereau. C'est Félix-Antoine... 8000 ans de Tachereau est au pouvoir, là. Ben, il était en poste 16 ans, en fait. Il était en poste de 1920. En 1920 à 1936. Il a été défait par Maurice Duplessis après que... Bon. Duplessis, ouais. Un autre Milan. Ouais, non. Ben parce qu'en fait, Félix-Antoine Tachereau a bloqué le 3/4 des projets de loi qui ont été présentés au Parlement de Québec de tout le temps qu'il était au pouvoir. Et on s'aperçoit en fait que c'est principalement sous sa gouvernance que les féministes suffragistes de l'époque ont rencontré le plus grand nombre d'obstacles. Juste pour la petite histoire, en 1933, entre 1922 et 1933, 6 projets de loi ont été déposés à l'Assemblée nationale pour que les femmes puissent obtenir le droit de vote. Aucun n'a passé. Tous bloqués par Félix-Antoine Tachereau. Louis-Alexandre Tachereau, qu'est-ce que je raconte? Puis, pourquoi? C'est de l'électoralisme, s'attendait pas à obtenir le vote des femmes dans une élection? Ou est-ce qu'on sait pourquoi? Ce qui se passe en fait, c'est que déjà il y a le discrédit énorme dont sont victimes les femmes et les suffragistes de l'époque. Non seulement de la part de la classe politique, mais également de la part de la population masculine, mais aussi surtout des élites catholiques. Les élites catholiques, en fait, considèrent que le mouvement suffragiste est une importation anglo-saxonne qui menace les assises de la société traditionnelle canadienne-française. Et vont stigmatiser, et comme elles exercent encore dans les années 20 et 30 un énorme pouvoir sur la population, elles vont condamner ces associations-là et les militantes féministes qui y sont attachées, parce qu'elles sont accusées de menacer les assises de la société et surtout de la langue française. Donc, c'est dans l'objectif d'une préservation de ce qu'on appelait à l'époque la race canadienne-française, terme de race aujourd'hui qui correspondrait plus au terme de nation. En fait. Lionel Groulx parlait de ça. Lionel Groulx est encore étudié aujourd'hui. Et jusqu'à sa mort en 1967, il va employer le terme de race canadienne-française. Mais c'est pas le terme de race, c'est pas à prendre au sens stricto sensu. Non, c'est une nation. Le terme a changé. C'est ça. Depuis, ouais. Les temps ont changé, les termes changent pour une fois. Donc c'est ça. Un premier projet de loi va être présenté à l'Assemblée nationale par l'intermédiaire, dans le fond, pour la première fois, en fait, des trois des plus grandes militantes féministes de l'époque. J'ai déjà nommé Marie-Gérin Lajoie, mais il y a également Idola Saint-Jean, qui est une femme issue de la petite bourgeoisie canadienne-française, qui a été parmi les plus virulentes, dont l'action se situe vraiment sur tous les fronts, autant sur le plan politique que sur le plan philanthropique, que sur le plan familial et social. Et qui va être parmi, encore une fois, les plus virulentes, et qui, contrairement à Marie-Gérin Lajoie et à la prochaine que je nommais, Thérèse Casgrain, ne souffre pas des préjugés de l'élite catholique, parce que c'est une femme célibataire, non mariée, et qui ne vivait principalement que pour son action politique. Donc, Idola Saint-Jean, Marie-Gérin Lajoie, et une dame dont vous avez très certainement déjà entendu parler, Thérèse Casgrain. Ouais. Thérèse Casgrain, qui c'est pas mal celle d'ailleurs dont on retient le plus le nom aujourd'hui. Les trois, donc, vont se réunir sous l'égide du Comité provincial pour le suffrage des femmes. Les trois, donc, vont réunir à Québec une délégation de 500 femmes en février de 1922 pour faire la promotion du droit de vote des femmes. Le projet de loi va être présenté un mois plus tard, donc en mars 1922, et va connaître vraiment un échec cuisant. Non seulement de la part de l'élite politique, mais également de la population. Le Cercle des fermières du Québec, qui s'est présenté au même moment avec une pétition contre l'obtention du droit de vote des femmes, et qui a recueilli 25 000 signatures. Donc... Attends. C'est une organisation de femmes oui. qui ont réussi à avoir 25 000 signatures, des années 20 quand même. Oui. Pour avoir le droit de vote. Parce que, selon elle, et je cite, encore une fois, de Denise Barrière-Jean, « L'égalité des sexes menacerait les assises de la famille, base de l'édifice social. » Ah, la famille. Effectivement. Donc,
Inutile de vous dire qu'à partir de ce moment-là, le mouvement va connaître un certain refroidissement. Si bien qu'entre 1923 et 1927, l'action du comité provincial pour le suffrage féminin va être plus de l'ordre de l'éducation auprès des femmes. Idola Saint-Jean va entre autres se rendre à Sainte-Agathe-des-Monts pour une série de conférences, d'ateliers sur l'éducation auprès des femmes, sur la politique, et elle va d'ailleurs avoir elle-même son propre journal dans lequel elle va faire la promotion du suffrage féminin. Fait intéressant à noter à l'époque, c'est un combat qui réunit des militants et des militants et des militantes, je prends quand même la peine de préciser militants parce qu'il y a bon nombre d'appuis masculins qu'il rencontre, entre autres par Édouard Montpetit et Athanas David, qui sont tous les deux des amis proches de la Saint-Jean. Et donc, ça réunit donc autant des militants et des militantes, mais également des personnes, autant des milieux francophones et anglophones. C'est un combat interlinguistique. Quand même rare à cette époque-là. Extrêmement rare à cette époque-là, surtout lorsqu'on considère que la population anglophone est plus de confession protestante. Ouais. Donc c'est à la fois interlinguistique, mais c'est interreligieux aussi. Et ça a amené, dans le fond, certains historiens et certaines historiennes à considérer le combat pour l'obtention du droit de vote des femmes pour le premier débat qui va vraiment réunir une très grande partie de la société, de représentation de la société à cette époque-là. Fait quand même assez intéressant à noter. Comme je l'ai dit tantôt, en 1933, 6 projets de loi sont passés, ça marche pas. Malgré le travail d'éducation qui est fait auprès des femmes, il y a encore de l'opposition qui est rencontrée. En 1936, c'est là que ça change, que le début du changement, en tout cas, commence à se faire sentir. C'est rare qu'on entend ça avec l'année de l'élection de Maurice Duplessis. Ben justement, je vous le donne en 1936, Taschereau est défait, Duplessis embarque. Devinez l'opinion de Duplessis sur le vote des femmes? Ben, c'est pas lui qui l'a fait, donc... Non, c'est pas lui qui l'a fait, donc il l'est définitivement contre. Ça a été parmi, d'ailleurs, ses premières déclarations quand il a été élu en 1936. Le progrès notoire... Vous voulez rassurer les farmers. Non, le progrès notoire, on doit attendre 2 ans plus tard, 1938. Au congrès du Parti libéral, donc qui forme à l'époque le parti de l'opposition, doit se doter d'un nouveau chef et doit discuter de ses résolutions à présenter en chambre. Thérèse Casgrain demande aux organisateurs du congrès du Parti libéral que les associations féminines puissent envoyer des délégués pour se faire entendre. Leur argument, c'est, puisqu'on n'a pas le droit de vote, on peut au moins avoir un droit de regard sur la personne qui forme l'opposition à l'actuel gouvernement en place. Ça va être accepté. Donc, les 10 et 11 juin 1938 a lieu le congrès du Parti libéral avec des délégués de plusieurs associations féminines, dont le club Wilfrid Laurier des femmes libérales, dont Thérèse Casgrain est la vice-présidente, et l'Alliance canadienne pour le droit de vote des femmes du Québec, qui est présidée par Idola Saint-Jean. Et dans leur résolution, le Parti libéral va adopter une motion selon laquelle le parti s'oppose en faveur du suffrage féminin. En 1939, éclate la Seconde Guerre mondiale, Duplessis va déclencher des élections qu'il va perdre, et c'est Adélard Godbout, qui a été élu chef du Parti libéral au Congrès un an auparavant, qui va être porté au pouvoir. Et c'est finalement le 18 avril 1940 que va être adopté, après la 3e lecture, le projet de loi numéro 18 sur le vote des femmes au Québec par 67 voix contre 9. Le 25 avril, la loi est officiellement sanctionnée par le Conseil législatif. Fait qu'il y a quand même des députés, dans le fond, de l'Union nationale ont voté pour. Oui. Ça me surprend. Oui, tout à fait. À cette époque-là, c'était principalement dû au travail d'éducation des associations féminines, parce qu'il est à savoir que ces associations-là ne font pas œuvre que dans le cadre strictement politique et partisan surtout de l'action politique. Elles font de l'éducation absolument partout, auprès des classes de la population plus pauvres, auprès des femmes, auprès des enfants, auprès des orphelins et des orphelines. Donc, leur champ d'action et leur utilisation surtout des techniques de propagation de messages, journaux, je l'ai dit tout à l'heure par Idola Saint-Jean, mais surtout la radio. Il existe encore aujourd'hui des archives de plaidoyer de ces présidentes et représentantes-là d'associations féminines en faveur du suffrage féminin. Donc, mine de rien, il y a un travail très, très sensible et très, très vaste d'éducation et de sensibilisation, non seulement pour les femmes, mais également pour les hommes,
qui va être fait. Il reste quand même que le projet de loi va être présenté et adopté principalement par des hommes. Donc, je pense que c'était surtout une question de phénomène, de phénomène propre à ce temps-là. Reste quand même que c'est pas tout rose. Je le donne en mille. Le projet de loi numéro 18, adopté en 1940, donne le droit de vote aux femmes, sauf aux Autochtones. Et donc, non, le droit de vote des femmes au Québec, aux femmes autochtones du Québec, va être donné officiellement en 1969. Fait qu'encore une fois, plus tard que... Encore une fois, on est les derniers. Ouais, bon, ben écoute, on peut pas tout le temps être les meilleurs. Non, non. En toute humilité. En toute humilité. On peut pas souvent être les meilleurs dans ce cas. Et donc c'est ça. C'est une histoire extrêmement tumultueuse. On aurait vraiment très très long à dire sur les batailles connexes du mouvement suffragiste. Pour en avoir une plus vaste idée, je vous renvoie aux biographies d'Idola Saint-Jean, nommée Idola Saint-Jean l'Insoumise, paru chez Boréal, à la biographie de Thérèse Casgrain, qui s'intitule Thérèse Casgrain, une gauchiste parmi les hommes. Et également, je l'ai nommé tout à l'heure, à la brève histoire des femmes du Québec de l'autrice Denise Barrière-Jean, et c'est paru chez Boréal. Super, Clarence, merci beaucoup. On a appris quand même beaucoup, encore plus que je pensais. C'est très insoupçonné toute la richesse que recèle cette histoire-là. Et à quel point ça remonte loin, surtout. Là. Ça date d'avant les Patriotes, la conquête venait d'arriver, puis déjà il y avait... Mais bon, tu sais, c'est le fun de savoir que maintenant on a vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes. Chris. Ok. Hey! Beaucoup de chemin de fait, beaucoup de chemin à faire. Hein? Ouais, c'est une belle façon de résumer ça, Rosemary. Samuel, maintenant, pour rester un peu dans le sujet, d'une façon parlant de chemin fait. Parlant de chemin fait, Jessica Jones, série Netflix. Oui, mais j'avais le goût de parler un peu de culture pop. Ben, c'est correct, plus léger. Pas de temps en temps. Ben oui. Puis parce que je baigne dedans ces temps-ci, je voulais vous partager un peu mes humeurs à cet égard-là, mais surtout... Juste rappeler à nos auditeurs qu'il y a des chances qu'on spoil, qu'on divulgage la saison 1 de Jessica Jones, donc si vous ne l'avez pas écouté encore et que vous voulez le faire, faites pause, écoutez-la, puis revenez nous voir. Effectivement, des possibilités, je vais faire mon possible pour cacher les gros morceaux, mais de toute façon, c'est plus ou moins pour sortir des exemples que de vous parler un peu du contexte de cette série-là. Je trouve que dans le paysage Netflixien, mais aussi plus large encore, Jessica Jones se démarque en ayant un héros, puis pas juste un héros, c'est un anti-héros en fait, une anti-héroïne. Ouais, c'est ça. Mais commence mal, pardonnez-moi. Une anti-héroïne, finalement, qui vit des problèmes, non pas des problèmes de super-héros, mais des problèmes de gens de tous les jours, de personnes qui ont vécu des traumatismes, des moments difficiles dans leur vie, puis qui essayent, en fait, de se découvrir en tant que personne et en tant que femme aussi. Pour vous mettre un peu en contexte, Jessica Jones, c'est une série... de bande dessinée de Marvel qui est sortie au début des années 2000, début mi-année 2000. C'est une des rares séries qui se retrouve dans une espèce de série pour adultes de Marvel, où est-ce qu'on va retrouver un langage un peu plus populaire, voire vulgaire. Bon, le premier mot dans la première case de la bande dessinée, c'est « fuck ». Donc, nice. Ça donne le ton. Ça donne le ton. Puis on va aborder des sujets qui, normalement, seraient atténués dans, disons, le carcan de super-héros, comme par exemple la sexualité ou la violence, des aspects en fait qu'on va vraiment mettre de côté pour créer un monde un peu plus fantastique, justement, avec les super-héros habituels. Jessica Jones, elle, se trouve en opposition à ça. Donc la série s'appelait Alias, sous forme de bande dessinée. Dans la série de Netflix qui est sortie en 2015, on la retrouve en fait dans son rôle de détective privé ayant comme super pouvoir en fait une espèce de force surhumaine. Bon, un peu comme on peut penser à Superman puis des trucs comme ça, de façon plus limitée quand même. C'est une anti-héros qui mange beaucoup de coups et qui souffre beaucoup dans ses combats. C'est jamais vraiment facile. C'est jamais facile, ouais. Puis, ce qu'on retrouve beaucoup en fait, c'est que le méchant, finalement, le super vilain de la saison 1, c'est une personne qui a été très proche d'elle puis qui l'a fait vraiment souffrir dans son passé. Donc, elle vit
une lutte contre un méchant, mais elle vit surtout une lutte intérieure pour combattre ses propres traumatismes, ses propres... C'est ça, c'est pas seulement un méchant sorti de nulle part, il y a vraiment une relation personnelle entre les deux, là, intime. Exactement. On reste quand même dans les codes de super-héros, donc il faut qu'elle sauve une population d'un méchant qui cause du mal autour, qui est un peu mégalomane, puis bon, le méchant remplit quand même beaucoup de codes. Puis, à travers ça, on voit vraiment le personnage qui se découvre, qui échoue, mais qui réussit à se relever malgré tout. Puis je trouve ça franchement inspirant parce que c'est un super-héros auquel on peut, à travers lequel on peut se retrouver, qu'on peut s'identifier exactement. Puis je trouve ça important parce que les héros de bande dessinée, c'est principalement des hommes. Sinon, les héroïnes, ben c'est souvent c'est pas loin de l'objet sexuel. Ils ont souvent des tenues hyper sexualisées, suivent une forme physique qui est très qui est dans les canons de beauté, alors que ce personnage-là, justement, bon, mais c'est une fille ordinaire. Bon, c'est une jolie fille, mais c'est pas la fille, c'est pas le pétard. Exactement. Puis elle a une attitude qui est très vulgaire, qui est très sauvage. Visiblement, elle a des problèmes avec elle-même parce qu'elle a beaucoup de difficultés dans sa vie sociale, à gérer ses relations. Elle tombe souvent dans les extrêmes. On la retrouve souvent dans des situations où est-ce qu'on peut se demander si elle est borderline, où est-ce qu'elle va se retrouver avec un personnage qui a une relation, une opposition très forte, puis du moment de la réconciliation, elle lui saute dessus pour coucher avec. Elle joue beaucoup dans ces contrastes-là, mais on voit qu'elle est très affectée mentalement. Fait qu'elle, elle vit à travers ces faiblesses-là, tout ça, mais comme elle apprend ses leçons, tout ça, puis elle évolue à travers ça. Mais c'est sûr que ses pouvoirs occupent toujours une place quand même, puis ça fait partie de son identité. C'est un peu comme son aspect qui la différencie, non pas en tant que femme, mais en tant que personne, mais elle doit quand même vivre avec ça. Puis le fait que ce soit une femme, ben ça fait en sorte que les gens posent un certain jugement aussi sur elle. Puis surtout qu'elle a une attitude qui est pas nécessairement considérée féminine, mais ça fait en sorte que son combat est encore plus vrai, à mon avis. Puis dans ce sens-là, je la trouve très pertinente, cette série-là. J'ai trouvé que la saison 1 était encore plus frappante, encore plus aujourd'hui, parce que dans le fond, le super méchant, ce qu'on comprend rapidement, c'est qu'il aurait abusé d'elle sur tous les plans, que ce soit émotionnel ou physique. Mm-hmm. Puis elle a réussi à y faire face, puis à l'affronter malgré les embûches, malgré le pouvoir de ce super vilain-là. Ce que je trouve plate un peu dans la nouvelle saison, c'est qu'on le retrouve un peu moins, ce comté-là. Là, on est plus dans une quête d'identité, plus que dans une quête d'affronter justement comme les abus, l'espèce de dominance qu'elle a subie de la part d'un homme qui a abusé d'elle parce que c'était une femme, parce qu'elle lui plaisait, parce que là, on se retrouve vraiment plus dans un côté identitaire qui rend la chose un peu moins là. Est-ce qu'on est plus dans une histoire classique, si on veut, de super-héros qu'on a déjà vu ailleurs, à leur sauce, mais tu sais, plus dans cette histoire-là? Oui, ça fait vraiment suite où est-ce qu'on est en quête de soi-même, puis ça, c'est un cliché qui revient souvent dans les films de super-héros. Là, en général, un deuxième ou un troisième film. Ça vient amener un backstory, en fait, au personnage beaucoup, là, cette deuxième saison-là. Ça, c'est agréable, c'est apprécié, mais le côté... ça perd un peu de son originalité. Pas de son originalité, mais je dirais l'aspect pour lequel on appréciait beaucoup la saison 1, qui était justement la femme vulnérable, mais qui veut combattre puis qui veut s'élever, on le trouve un peu moins de ce côté-là. Pour ça, je vous encourage à voir la série quand même, la deuxième saison, si vous ne l'aviez pas commencé, mais je tenais quand même à souligner justement l'apport que la première saison a fait à l'univers des héros en général. On voit que ça peut fonctionner parce que quand on pense par exemple à un autre univers de super-héros qui est celui de DC, ben un des films qui s'est le plus démarqué de leur série, ben c'était celui de Wonder Woman, parce que justement il y était beaucoup question de la femme qui est capable de se démarquer, non pas juste en tant que femme, mais en tant que personne. Puis, donc, au final, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un personnage bien construit, puis une histoire bien construite aussi. Puis c'est ça que cette série-là réussit à faire. Puis Wonder Woman comme film aussi a réussi à faire, je pense. Exactement. Oui. Mais surtout de projeter des modèles auxquels on peut s'identifier, puis des modèles féminins qui sortent des standards de faire valoir ou de femme fatale, si on veut. Ça fait du bien d'avoir un personnage qui semble réaliste, malgré un univers qui ne l'est pas.
Exact. Ouais. Ben, c'est d'autant plus impressionnant que t'as le côté, comme tu disais, super pouvoir, elle a ses super pouvoirs sur le gros méchant, il y en a lui aussi, donc il y a une lutte comme ça, mais il y a une autre lutte sur un autre niveau, peut-être un petit peu plus sur le plancher des vaches, plus subtil de la domination masculine sur l'héroïne femme. Exactement. Elle livre bien le combat, puis je trouve que c'est un modèle qui est inspirant, même si c'est dans un contexte qui peut sembler fantastique par moment. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné le goût. Ben oui, Ouais, moi oui, je n'ai pas encore définitivement. écouté la saison 2, mais c'est définitivement sur ma liste prochainement. J'espère que je n'ai pas trop divulgaché non plus. Je pense que non, t'as bien Non, fait t'as ça pas quand ça, même. ouais. T'as bien abordé, je trouve, certains sujets de la saison 1 sans trop en dire non plus. Je trouve ça beau travail. Excellent. Merci beaucoup, Sam. Ça fait plaisir. Clarence, encore une fois, merci beaucoup pour ta chronique. Super intéressant. Toujours un plaisir. Rose, merci encore une fois aussi pour ta chronique bière, même si grand je pense que plaisir. ça a été un peu moins dans nos cordes en général. Ça dépend pour qui. Ouais, Ah, ouais. Sam, moi, ça, en tout cas, Moi je serais pas, mais j'aime les défis. Ben c'est ça, On on a- est ici pour faut découvrir. toujours quelque chose de hein. différent. Voilà, Exactement. exactement. C'est pour faire découvrir. Bien sûr. Hein. Fait, donc, avant de conclure l'émission, juste vous rappeler, on est s'il vous plaît, aimez et partagez notre page Facebook. Ça nous aiderait grandement. Encore une fois, on est disponible sur iTunes. Si vous pouvez nous donner 5 étoiles, laisser des commentaires, ça nous aide à combattre les algorithmes, à monter dans les algorithmes avant qu'eux autres nous contrôlent complètement. Mais enfin, sinon, on est aussi disponible sur SoundCloud, Google Play, YouTube. Je vous rappelle qu'on enregistre cette émission et encore celle de la semaine prochaine avant avant qu'on lance vraiment le projet. Donc, si vous avez fait des commentaires, des choses que vous aimez, des suggestions de choses à améliorer, on va pouvoir prendre ça en compte très bientôt. Mais pour l'instant, on a juste pris un peu d'avance dans nos enregistrements avant de commencer à diffuser. Donc, on vous écoute, on vous lit ou on vous lira. Mais enfin, merci à vous trois encore une fois. Merci Marc-André. À la semaine prochaine. Salut! Au revoir.